oui. Ok, En ce alors moment, juste pour répondre à la question de tout à l'heure, le NIRS, ah, je vous ai mis les super. graphes de NIRS et vous voyez que le mésentérique est beaucoup plus bas que les autres. Là, moi, c'était un topo qui visait les nouveau-nés prémains, hein, donc c'est Mhm. pour des nouveau-nés. Mais ce que vous voyez aussi, l'abdominal, vous voyez, c'est celui-là, c'est qu'il est beaucoup plus labile. D'où l'intérêt effectivement d'avoir des valeurs de référence. Si vous voyez que les cérébrales, on retombe un peu sur les principes d'autorégulation cérébrale des prémas et ce genre de choses. Vous voyez, ça c'est la variabilité des NIRS, elle est beaucoup plus labile, mais de base elle est quand même beaucoup plus basse. On se balade sur les 50 alors qu'on est plus sur un bon 70 voire 80 sur les autres NIRS. Voilà. C'était juste pour clore le chapitre de la NIRS. Nickel. Nickel. Alors donc revenons à l'abso. Donc du coup, vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses qui finalement font redites et c'est normal parce que vous savez que l'abso 1, pendant un moment, on appelle ça le phallo extrême, hein, qui font redites avec les cours sur le phallo et bah du coup forcément redites aussi un petit peu avec les diapos qu'on vient de faire ce matin sur la psy. Donc vous inquiétez pas, on va pas les refaire, hein. Donc effectivement, stratégie différente, prise en charge différente, donc bah, réanimation différente, hein, fatalement, avec ouverture VDAP Blaloc, on va y revenir rapidement, mais ça on l'a déjà fait pour la psy. Vous avez compris que ça change quand même pas mal de choses sur le post-op. Et pour la suite, effectivement, CEC, pas CEC, et type de chirurgie. Avec les MAPK qui vont poser effectivement souci de comment elles vont vivre et puis surtout des complications aussi, parce qu'on a quand même quelques patients qu'on voit pour des hémoptysies récidivantes et ça peut rapidement être un souci. Encore une fois, vous avez compris que c'est des patients qu'on va multi-opérer, à part effectivement le petit abscon 1 qu'on va opérer 1 à 2 fois et fin de l'affaire, c'est des patients qu'on va multi-opérer. Donc clairement, et ça je crois que je vous l'ai pas assez dit pour les abscis, vraiment, et ça c'est très important chez les cardiopathies congénitales, on essaye au maximum de préserver le capital veineux, que ce soit périphérique avec les VVP ou central avec les KT. On a vite fait de se retrouver avec un enfant qui a eu des complications et qui a tous les axes thrombosés. Donc ça, c'est vraiment un souci de passer 6 mois sous Xarelto. Donc vraiment là-dessus. Et l'autre chose qu'on voit de plus en plus à l'heure actuelle, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, peut-être qu'on y était moins vigilant, mais des résistances morphiniques et aux sédatifs, aux analgésiques en général, avec des syndromes de sevrage très importants derrière malgré l'utilisation de l'arsenal moderne, à savoir Iatapressant, Dexdor et Nosinant. Donc vraiment une épargne et des stratégies d'épargne et de pourquoi pas de rotation des morphiniques et des sédatifs. Donc, la chirurgie néonatale, principalement 2 buts, bah, tout simplement faire vivre le bébé, donc maintenir un débit pulmonaire. Vous avez compris qu'il y a certaines cardiopathies les plus de meilleurs pronostics qui sont totalement ductodépendantes, donc forcément si ça se bouge, ça va plus. Et l'autre objectif primordial également, c'est la croissance des AP, tout bêtement, avec si possible un flux pulsatile dans les AP, ce qui assurera une meilleure croissance. Donc effectivement, ouverture VDAP, grosso modo, finalement, un peu comme un patch de Fallot ou un Blaloc. Donc si l'ouverture VDAP, donc la CIV demeure ouverte, hein, forcément, c'est rare hein, qu'on fasse une cure complète d'emblée. Il faut vraiment être très très motivé et que la forme soit plus excellente et l'enfant très très gros. Mais du coup, le principe, c'est que ça va limiter la post-charge pulmonaire et du coup, bah, limiter la défaillance droite si les AP derrière sont petites. Et du coup, l'idée, c'est que comme on ouvre cette voie VDAP, forcément, on est sur un flux qui vient d'un ventricule, donc un flux pulsé. Même si c'est pas totalement plat avec le Blaloc, c'est quand même bien meilleur quand ça vient du VD. Et du coup, l'optique, c'est effectivement de se donner du temps aux AP de grandir et de pouvoir partir sur quelque chose de bien meilleur pronostic au final. Et l'autre chose, vous avez bien compris, pour tout ce qui est post-opératoire, les 2 trucs primordiaux, ça va toujours être le QPQS. Et même si c'est pas forcément un Blaloc, on va jouer sur les mêmes éléments pour essayer d'adapter ce QPQS. Et l'autre chose aussi très très importante, c'est la tolérance du ventricule droit à toutes ces modifications de précharge et de précharge qu'on va lui imposer au cours des différentes étapes. Je l'ai pas mis là, mais j'insiste aussi, l'état pulmonaire, très très important, ça peut compliquer toute une prise en charge. Bon, l'ouverture VDAP, on vient de le voir. De manière globale, c'est quand même beaucoup plus stable que le Blaloc, mais néanmoins, c'est une CEC, donc il y a des complications qui vont arriver avec pas mal de cires, d'inflammation et des premières heures qui peuvent être délicates. Au-delà de ça, effectivement, vous avez forcément une dysfonction VD, donc avec une fuite pulmonaire vu que vous ouvrez votre voie. Vous avez un VD qui va être un peu étonné et qui va avoir besoin d'inotrope, de soutien, de volémie, quoi qu'on en dise, même si on risque de le payer rapidement si on remplit trop le patient. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir une baisse des résistances adaptées, sachant qu'il y a un peu pas mal de choses qui risquent de jouer contre nous, à savoir que c'est un nouveau-né, donc les résistances sont fatalement pas aux plus basses et qui vient d'avoir une CEC.
Mais effectivement, comme on a vu pour le Blalock, vous n'avez pas de vol diastolique, pas de risque de thrombose du Blalock. C'est quand même bien mieux toléré en général et avec un pronostic meilleur derrière. Ceci dit, le fait d'avoir un Blalock n'est pas rédhibitoire de bien se porter derrière. Mais voilà. Donc le Blalock, on l'a vu. Vous savez que le Blalock peut être fait avec ou sans CEC, hein. Donc déjà, on part sur deux tableaux totalement différents. Juste ça. Effectivement, gestion de l'aspégie qui est pareil, on a vu, très important. Et si effectivement, ne dépend pas forcément de vous, mais peut vous jouer des tours, la taille du Blalock qui risque déjà rien qu'à elle seule de conditionner un petit peu les suites opératoires. Donc en très résumé, mais ça on l'a vu, j'ai mis ça à 90 parce qu'il faut mettre ça à 90, mais en fonction des pathologies, ça peut être 80, ça peut être 85, c'est très variable. Ça dépend un petit peu des autres éléments autour. Mais en gros, faut équilibrer votre QPQS, hyperdébit versus hypoperfusion, et on a vu, on va jouer sur les résistances avec l'IFIO2, la ventilation, le NO, sédation et inotrope. Alors, là, on repart sur la bonne forme. Cure complète du nourrisson de l'abso 1, qui est finalement effectivement la meilleure forme au meilleur pronostic. Donc en gros, il y a une CIV ouverte et une voie droite à refaire. Donc effectivement, grosso modo, ça se passe à peu près comme les phallos. Sachant que même maintenant les phallos pardon, avec anneaux fendus ont quand même tendance à bien se comporter. Là, le truc, c'est que vous risquez d'avoir derrière une voie pulmonaire qui est pas totalement parfaite. Donc vous fermez votre CIV, votre pression de ventricule droite, en théorie, est censée être inférieure à celle du ventricule gauche maintenant, vu qu'il y avait une CIV, donc il y avait des pressions qui étaient plus ou moins modifiées. Et du coup, vous avez un risque de défaillance droite, mais effectivement que vous connaissez bien, sur déjà le setup chirurgical. Vous venez d'avoir une ventriculotomie, je ne l'ai pas noté là, mais vous venez d'avoir une CEC, ça aide pas toujours non plus. Et là-dessus, vous ajoutez une IP libre, vu que vous venez d'ouvrir, avec le petit patch que Régine vous a montré sur les photos, petit patch plus ou moins grand. Et du coup, vous avez là-dessus des AP de calibre plus ou moins bon, que vous êtes censé avoir évalué, mais ces patients-ci n'ont pas forcément toujours inquiété. C'est vrai que des fois, on peut avoir des petites AP un peu incongrues qui nous embêtent et des résistances pulmonaires qui sont élevées de par tout ce qu'on a vu. Alors en général, c'est des nourrissons, hein, c'est pas des nouveau-nés, mais les résistances sont abaissées, mais néanmoins ils viennent d'avoir une CEC. Et puis comme je vous ai dit, cet hiver-là, on a tous nos enfants qui ont le nez qui coule et au final, soit une bronchiolite, soit une grippe, soit les deux. Et du coup, c'est vrai que même si c'est un peu espacé, au final, on n'est pas sur un poumon nickel et surtout, ça peut beaucoup plus vite se surinfecter et poser des problèmes. Effectivement, inotrope très facile là-dessus et vasodilatateur pulmonaire si vraiment ça passe pas, même si ça peut paraître un peu paradoxal de mettre un vasodilatateur, un équivalent de phallo, il y a un moment, il faut soulager ce VD. Risque hémorragique, pourquoi? Bah parce que c'est une première, voire une deuxième, voire une troisième chirurgie en fonction de comment s'est passée l'ouverture ou le Blalock, hein. C'est des enfants qui ont potentiellement pu être thorax ouvert, refermé, rouvert. Ce sont des patients qui, en général, ceux-là, ça va encore, les petits comme ça, les absous, hein, mais qui peuvent avoir une cyanose chronique. Et vous savez que le fait d'avoir une cyanose chronique, notamment par la polyglobulique, ça peut engendrer, ou tout simplement par l'activation de l'endothélium, c'est des patients qui vont saigner plus, c'est des patients qui ont naturellement des troubles de la coagulation. Et accessoirement, en plus, ils peuvent être sous aspégique ou sous héparine, qu'on n'arrête pas forcément très longtemps avant, parce que sinon ça se passe très mal. Et là-dessus, vous ajoutez effectivement potentiellement des MAPK. On est d'accord, pas sur la forme 1, mais le problème, c'est que des fois, ça peut être un petit canal malformatif qu'on n'a pas vu, ça peut être un petit vaisseau, c'est pas forcément blindé de MAPK. Et les MAPK ont tendance à évoluer un peu pour elles-mêmes. On peut pas les contrôler, mais de manière globale, il y a des petits principes. On essaye de pas mettre de vasodilatateurs pulmonaires et du coup, potentiellement, il va falloir les emboliser derrière. À savoir qu'aussi, des fois, quand on modifie les régimes de pression justement dans l'AP par une chirurgie, ça peut faire majorer le débit de certaines MAPK et justement, ça peut faire qu'on les voit alors qu'on les avait pas vues ou au contraire qu'elles deviennent significatives alors qu'elles n'étaient pas. Donc ça, faut toujours se méfier un petit peu du post-opératoire de ces patients-là. Et encore une fois, moindre doute, c'est KT, hein. Écho, on en fait, il n'y a pas de souci. Scanner, c'est mignon, mais le truc le mieux pour tout ça, ça demeure quand même d'aller au cathétérisme, même diagnostic si on s'en sort pas. Donc les collatérales. Effectivement, principalement dans la forme 3-4. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une collatérale qui se balade ou qui apparaît sur la forme 2 ou 1, mais c'est quand même rarissime et pas dans la définition de base, je vous l'accorde. Et le problème, effectivement, de ces collatérales, c'est que grosso modo, c'est incontrôlable. Alors, il y a des grands principes hein, que je vous ai mis là, il y aura diapo d'après, mais c'est vrai que c'est très difficile de savoir manager des collatérales.
Donc déjà, les petits principes de base, comme je vous ai dit, effectivement, donc la pression dans le lit vasculaire, pardon, je recommence. La pression dans le lit vasculaire pulmonaire reconstruit en général est plus importante que dans le natif, mais ça c'est en général. L'autre chose, effectivement, c'est qu'il y a un risque d'hyperdébit pulmonaire là-dessus, même si c'est pas le plus fréquent. L'autre chose que peuvent faire les collatérales aussi, c'est se sténoser naturellement sans qu'on parte au caté. On a parlé de celles qui apparaissaient, mais effectivement, elles peuvent aussi se sténoser. Et là, au contraire, peut y avoir un hypodébit, des problèmes là-dessus en fonction finalement du terrain de l'arbre pulmonaire quasiri, hein. Vous avez bien vu qu'il y a pas mal de types de collatérales différents en fonction de l'origine, parce que ça peut aussi avoir des espèces de raboutements de chemins différents et perfuser différents endroits. Et l'autre chose aussi, c'est des vaisseaux. Vous avez bien compris qu'on est dans un contexte malformatif, voire polymalformatif, et ça peut aussi comprimer des choses, notamment, principalement bien sûr l'arbre respiratoire. Et en fonction de la taille de ces collatérales et de leur position, on peut avoir des enfants qui ont carrément une malacie, donc une faiblesse de tout l'arbre respiratoire. Et ça peut aussi poser, au-delà du fait que ça va être compliqué pour les gamins d'avoir une malacie, ça peut aussi poser des problèmes de compression, de troubles de ventilation, de chintes et de ce genre de choses. Enfin, on va revoir après, je vous ai rajouté une petite diapo sur des grands principes, mais accessoirement, pour certaines formes où c'est vraiment beaucoup de collatéral, principalement les 3-4, ça peut aussi faire saigner. Et c'est des patients qu'on peut revoir extrêmement régulièrement en cathétérisme. On a 2-3 patients là je sais pas si Sébastien avait mis une slide dessus, mais qui revoit pour des embolisations. Pendant un moment, c'était toutes les semaines, tous les mois, plusieurs fois par an, des gamins qui sont pas encore à l'âge adulte, hein. Donc c'est quand on vous dit que c'est une pathologie grave avec un mauvais pronostic à long terme, enfin très clairement. Et c'est effectivement ça qui est difficile, c'est qu'on annonce un pronostic mauvais, mais pas mauvais dans les 10 minutes, quoi. À savoir aussi dans les petits principes de management généraux, c'est que quand on n'a pas quand on a que des collatérales, en soi, il y a pas forcément d'indication à la prostine. Alors encore une fois, quand on est en sauvetage, tout peut se tenter, mais bon, en général, on risque plus de faire des complications qu'autre chose. C'est des vaisseaux qui ne réagissent pas à la prostine. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces collatérales? On a bien compris qu'en fonction de la collatérale, traitement différent, donc potentiellement des choses à faire différentes. Encore une fois, les vasodilatateurs et la prostine, les vasodilatateurs, on évite carrément, et la prostine, pour le coup, ça marche pas des masses. Et vous éviterez les effets secondaires de la prostine, comme les apnées, les douleurs, les passions irritables, ce genre de choses. Comme on est plutôt sur un risque d'hyperdébit, on va plutôt ventiler avec une PEP élevée. Si jamais c'est l'inverse, on va faire l'inverse. Donc on s'adapte vraiment à la situation clinique de chaque patient. À savoir que quand on part sur des abords, spécifiques pour, toucher les collatérales, ça c'est variable d'un chirurgien à un autre, mais effectivement, on peut passer en abord purement thoracique et pas forcément en sterno, mais ça dépend vraiment de la localisation et du geste. Auquel cas, comme toute abord thoracique, il peut y avoir des troubles de la ventilation qui se surajoutent déjà sur un poumon malade, mal perfusé. Donc effectivement, peut y avoir des douleurs, mais vous savez que même la douleur mal gérée peut faire des troubles de la ventilation sur des petites polypnées superficielles ou ce genre de choses. Donc attention à la voie d'abord, attention à l'analgésie. Si vraiment c'est un abord thoracique, on n'hésite pas à infiltrer la cicatrice et à faire ce genre de choses, voire pourquoi pas à poser un équivalent de cathétérisme. Et avec ça, les patients, franchement, ils ont plus mal, ils s'appuient sur leurs bras en retour de bloc, c'est magique. Autre chose aussi, effectivement, on risque en fonction des modifications de débit en courroux, d'aggraver potentiellement la défaillance droite qui est déjà présente, parce qu'en général, ces MAPK sont touchés en même temps que soit une unifocalisation globale, soit mise en place d'un tube VDAP qu'on risque d'ajouter à la défaillance droite. Et l'autre chose aussi qu'il peut y avoir, en fonction de ce qui a été fait, pas fait, et en fonction de comment réagissent les MAPK, on peut avoir du coup des perfusions pulmonaires qui sont très inhomogènes et se retrouver avec des atelectasies, des choses très difficiles à ventiler. Et on peut difficilement ventiler avec une PEP à 7 en haut à gauche et une PEP à 2 en bas à droite. Donc ça peut poser des soucis post-opératoires de management, et on essaye de faire ce qu'on peut. Et pourquoi pas hésiter à descendre en fibroscopie, parce qu'en général, vous avez compris que ces enfants-là sont en général un peu plus grands, plus des nourrissons, voire des jeunes enfants, et pas forcément des nouveau-nés. Donc on a plus de latence pour descendre en fibro, et pourquoi pas aspirer, nettoyer et faire des gestes là-dessus. Ce qui est aussi très très vrai si on se retrouve avec des malacies, des compressions, auquel cas il va falloir aller libérer les bronches et ce genre de choses. Donc ça peut vraiment tout déséquilibrer s'il y a des soucis d'évaluation.
L'autre chose qu'on a effectivement, c'est des hémoptysies, c'est-à-dire que ça saigne. Voilà, la prise en charge de l'hémoptysie de manière globale, c'est de toute façon, à un moment ou à un autre, de finir au cathétérisme, mais il faut pouvoir y aller parce que vous avez bien compris que tous ces enfants ne dorment pas à Marie-Lane longue et les hémoptysies arrivent en général plutôt à la fin quand les patients sont, grands et potentiellement rentrée. Donc on est sur du classique initialement, hein, comme tout, saignement, bah, déjà, ça dépend de la taille, du volume, on l'évalue. On se met en condition chirurgicale, donc potentiellement c'est des patients, si ça saigne beaucoup, va falloir les transfuser, les remplir. On n'hésite pas à aider principalement avec une VNI, mais si on vraiment on est sur un truc, où on s'en sort pas, il faut aller faire du sauvetage et classiquement c'est l'intubation et en général sélective, dans la mesure où ça saigne que d'un côté, ce qui est quand même le plus fréquent. Les autres méthodes classiques, l'Hexacil comme tout saignement, ça marche bien en général. Après, il y a rarement des complications, donc nous on a un petit protocole. Je suis désolée pour la faute de frappe. Où en général on aime bien mettre une dose de charge et un entretien derrière. Pareil pour la gliprécine, vous avez 10 protocoles pour 10 services. Il y en a qui mettent une charge, il y en a qui mettent en continu, mais en général on est sur une charge de 20 à 50 gamma kilo initialement et derrière on se met sur des entretiens sur la même dose en général 4 à 6 heures. Et l'idée du cathétérisme, encore une fois, c'est bien mignon, mais qu'il faut savoir viser pour aller vite. Donc souvent, c'est des patients qui ont une fibro en premier pour localiser et pourquoi pas un geste d'hémostase sur les bronches. Et en général, il y a un scanner pour mieux localiser, un angioscan, bien sûr, avec injection, et ça finit au cathétérisme derrière pour emboliser. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut se répéter très fréquemment, et surtout l'hémoptysie cracher du sang, ça fait extrêmement peur aux patients et à leur famille. Dernière chose, et ça c'est plus rare, éventuellement si vous recroisez Sébastien, vous lui en parlez, il a 2-3 patients qui ont ce protocole. C'est des anti-angiogéniques qui sont mis, bah, vous avez bien compris que le problème c'est des développements un peu anormaux de la vascularisation et du coup il y a des protocoles qui sont pas vraiment au stade de la recherche un peu avancée, mais on met effectivement des anti-angiogéniques pour limiter un peu ces proliférations et ces saignements. Donc ça reste encore, du compassionnel, hein. Donc effectivement, là, on a vu d'abord l'abso 1. Les MAPK, vous avez bien compris qu'on est plutôt effectivement sur du 2 à 4. Donc c'est des patients qui ont en général, en plus du globalement pas d'arbre pulmonaire, des collatérales. Et donc effectivement, c'est des chirurgies qui sont quand même en plusieurs temps. Même pour l'abso en général, il y a un petit blaloc ou une petite ouverture avant d'avoir la rupture complète. Donc encore une fois, très très important, on s'adapte à chaque patient. Effectivement, l'abso-4 et l'abso-1 vont évidemment pas réagir pareil. Toujours évaluer le QPQS, c'est primordial. Et encore une fois, quand vous êtes sur les formes un peu comme ça, un peu sournoises, à collatérales, 3 et 4, ça peut être plein de syndromes, hein. Sébastien vous a parlé principalement du Dijorge et du trisomique. Le Dijorge reste quand même la grande, grande, grande majorité, plus de 50%. Mais après, ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être des Waardenburg, des charges, des machins, ça peut être plein de syndromes. Donc encore une fois, attention à ces patients, c'est des patients qui posent leurs propres problèmes inhérents. Le Dijorge attend la particularité d'avoir 2 problèmes qui pour nous sont très très importants. C'est des patients qui sont hypocalcémiques. Vous savez que le calcium est primordial dans la contractilité cardiaque. Donc vraiment, c'est des patients, on peut leur mettre 5, 6, 10 fois par jour, voire on continue du calcium IV. Donc ça, c'est vraiment un truc pour le ventricule droit qu'il faut pas négliger, le calcium. Je dis pas que c'est on-off, hein, mais bon, ça rend vraiment de grands services et ça soutient. Autre chose, on a parlé des complications respiratoires, infectieuses. Donc, c'est des patients qui ont souvent des immunodéficiences. Donc, attention à ça, effectivement, dès que ça se complique un peu. Accessoirement, vous savez que c'est même si c'est pas forcément recommandé officiellement, c'est des culots et des produits qui sont en général irradiés. Et les 2 autres choses aussi auxquelles il faut faire gaffe, parce que c'est des patients qu'on va revoir régulièrement. Les réveils peuvent être compliqués et agités, sur ce genre de patients, c'est pas très bienvenu de se prendre une poussée d'HTAP sur un réveil agité. Donc effectivement, attention au réveil, au management des sédations et des analgésiques sur ces patients qui, souvent syndromiques, peuvent avoir des réveils difficiles et des problèmes de compréhension de ce qui se passe aussi sur des retards et accessoirement, notamment pour le Dijorge, c'est des gamins souvent qui ont des fentes et qui sont rétrogrades, ça peut être aussi des intubations difficiles, donc attention sur les extubations et intubations. Et du coup, pour les cures complètes, eh ben, vous avez bien compris que chaque enfant a sa stratégie de manière globale. C'est même pas caricatural, c'est vraiment ça. Donc effectivement, les 2 trucs à faire, c'est unifocaliser. Vous avez le petit schéma en bas à droite, comment passer d'un truc avec des vaisseaux dans tous les sens à bah, finalement construire une artère pulmonaire. Et avec effectivement, vous voyez, on est quand même sur du tube, sur du patch, sur du tube, sur du tube. Donc effectivement, il faut que ça coule. Donc clairement, aspégique et en général, héparine au début, le temps que ça se fasse.
Et l'autre chose aussi, c'est qu'effectivement, en général, c'est la toute dernière étape. D'abord, on unifocalise et après, si le VD tolère bien, on ferme la CIV. Normalement, il y a des consignes, enfin, si vraiment le VD est pas bien, s'il y a des taux d'adré trop importants ou ce genre de choses, si le VD est déjà mou, on ferme pas la CIV si les pressions sont déjà limites. Mais effectivement, du coup, bah, sur la fermeture de CIV, ce que vous allez avoir là-dessus, c'est le ventricule droit qui va pas aimer. Donc clairement, on retombe sur les mêmes choses, les inotropes, la volémie, précharge, post-charge. Et ne pas hésiter, si ça passe pas en post-opératoire, encore une fois, la décision est prise en équipe et on a le droit de se tromper si on a fermé la CIV qu'il fallait pas. Donc soit il y a une petite CIA de décharge qui peut rendre de grands services, soit bah, on fait rouvrir. Déjà, juste d'écarter le sternum, on peut gratter un peu de pression de ventilation et passer le cap le temps que l'œdème passe, que l'inflammation passe. Mais si ça passe pas avec le VDO ta vie, pourquoi pas rouvrir la CIV et rester sur comme on était avant. Et effectivement, donc vous voyez bien que là, on voit qu'on est sur une multiple reconstruction avec des blalogues, des patchs en plusieurs steps. Là, on est sur un tube valvé qui va sur le ventricule, donc un tube VDOP, tout bêtement. En Contegra ou en coque, ça dépend. Effectivement, c'est des patients qu'on traite par aspégique et du coup, bah, en général, autant ce qui peut se passer, c'est que le patient va grandir. Vous doutez bien que tout ça va pas forcément grandir et que tout peut se sténoser. Donc vous partez pour potentiellement des changements de tubes, des reprises, des sténoses, des stents, pourquoi pas au cathétérisme. Donc vraiment, on s'adapte à l'évolution du patient. Quelques petits exemples, je vous ai mis d'abord de la littérature classique et après je vous ai mis des petits exemples réels à nous de dessins et vous allez voir c'est exactement ça. Donc vraiment stratégie en plusieurs étapes. Première étape, un petit blaloc, pouf, on s'adapte au blaloc, le QPQS, on vise pas une SAT trop haute, inotrope au début et potentiellement oxygène et ventilation. Et secondairement, vous voyez, on part sur une cure complète avec des unifocalisations, le tube, et puis effectivement, secondairement, si la pression est bien tolérée, on va fermer la CIV. Et vous voyez, là, je vous ai mis des schémas de nos chirurgiens, principalement des petits schémas d'Emery, mais il y a un peu tout le monde. Et vous voyez, là, comme ça, je me souviens plus quel patient était, mais vous voyez, grosso modo, ça finit toujours sur un Hancock, 14, parce qu'en général, c'est des petits nourrissons, ils ont tous le même âge. Contegra 12, c'est vraiment le minimum, mais en général, c'est des patients qu'on unifocalise pas vraiment tout si on attend qu'ils aient un minimum de poids. Et vous voyez, bah, c'est Mario Bros. On a mis le lobe droit sur un patch qui tombe sur un Gore-Tex, qui tombe sur un Gore-Tex. Celui-là, il n'y a pas de mouette, ils ont fait une mouette. Là, pareil, vous avez une Mapka qui arrive sur un Gore-Tex, qui arrive sur un embranchement de Gore-Tex, qui arrive sur l'encoque. Enfin, vraiment, vous voyez, quand on vous dit que c'est à la carte pour chaque enfant, là, pareil, c'est des bouts de patch pour aussi élargir parce que les collatérales, les Mapka n'ont pas forcément une taille décente qui permet de maintenir un flux sécurisé. Donc, on peut aussi élargir, plastifier la matza avec des patchs. Ça peut être des sutures directes, ça peut être des tubes de Gore-Tex, ça peut être des tubes valvés comme les Hancock, ça peut être des homogreffes aussi. Il y en a un qui a un bout d'homogreffe, c'est celui-là qui a un bout d'homogreffe. Donc vraiment, on est sur en fait, le chirurgien crée une artère pulmonaire, crée un arbre pulmonaire au patient. Et bah ça, vous doutez bien que ça prend un petit peu de temps d'aller tout suturer, et donc on a des CEC qui vont être plus ou moins longues, on va avoir de l'inflammation, on a potentiellement de la fièvre aussi, ce qui va pas forcément nous aider sur la volémie, ça va faire une vasodilatation des vaisseaux, donc potentiellement, on peut éventuellement être amené à rajouter de la noradré pour limiter la vasodilatation ou ce genre de choses et pas forcément mettre que des inotropes purs. Donc vraiment là-dessus, attention occupée, parce que puis pareil, là vous doutez bien quand on va aller faire tous les gestes chirurgicaux par là, par exemple, bah, le poumon il peut être comprimé, il peut être atelectasié, il peut y avoir de l'inflammation, donc tout ça effectivement, ça va être un travail derrière de ventilation, de recrutement et pourquoi pas de fibro si besoin. Donc l'état pulmonaire, vraiment c'est quelque chose qu'on surveille de très près. Voilà, donc effectivement, concrètement, chaque patient, a sa stratégie et chaque stratégie aura du coup ses chirurgies et ses points de focus post-opératoire, que ce soit, effectivement lui, bah, attention, il va être difficile à intuber. Lui, attention, il y a une grosse MAPCALA, on n'a pas pu l'unifocaliser, attention à cette ventilation. Parce que là, on vous ai mis un arbre super beau, toutes les MAPK sont unifocalisées, mais c'est pas forcément le cas. Il peut y en avoir des ligaturées si c'est décommunicantes, il peut y en avoir dès qu'on n'arrive pas à toucher parce qu'elles sont trop loin dans le poumon et le chirurgien n'y a pas accès. Et tout ça, ça peut être des troubles de ventilation, compression secondaires qui peuvent nous poser souci.
Donc pareil, on est sur la gestion effectivement d'un cœur droit plus ou moins défaillant, avec des résistances pulmonaires déjà plus ou moins pas très bonnes. Donc effectivement, on essaye de favoriser au maximum ce ventricule droit. Extubation précoce, c'est bien mignon, mais on fait ce qu'on peut. On n'excube pas un patient qui est complètement défaillant avec une ventilation précaire pour voir si ça améliorerait pas son débit pulmonaire sans être un minimum stabilisé. Et effectivement, les MAPK restent le souci principal, donc on n'hésite pas à retourner au caté pour comprendre, voir si on n'a pas raté quelque chose ou si on peut pas améliorer, ou une MAPK qui se perméabilise secondairement parce que le coil est, ou parce qu'elle s'est ouverte par-dessus le coil, tout est possible. Donc, vraiment, c'est des stratégies longues et encore une fois, adaptées à chaque patient. Voilà, voilà. Bon, superbe. Alors moi j'ai une question. Pourquoi nous on n'a pas droit à voir les petits schémas là avec les montages? Ah, tu sais que je les ai pris sur le groupe? Ah bon, d'accord. Ouais, attends, je suis remontée jusqu'à 2022. Hein. Ah bon, entendu. Mais tu sais, des fois, ils arrivent pas forcément dans la minute. Le Hein. jour même. Ouais, ils arrivent un peu secondairement ou au staff le lendemain sur le tableau Velleda. Mais Ok, ça, vous voyez, ok. on dit ça en rigolant, mais encore une fois, la communication d'équipe et savoir ce que le chirurgien a fait justement pour adapter derrière l'AREA, c'est important. Hein. Ouais, ouais, On c'est retombe clair. sur l'annonce des patients et ce genre de choses. Hmm. Bah, Bien, t'as vu, alors ça c'est que du je Emray, ça. regarde le chat et je ne vois Voir pour rien non l'instant. plus. Ils ont tous faim. On n'a pas dépassé de temps que ça, hein. Ouais, je suis On- désolée. 11 minutes, ça va, hein. On a fait pire, hein. Bah, écoutez, bonne continuation à tous et Bon, bah, bon merci.